Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Darfresh Morning On avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour Darfresh, rebonjour tout le monde, rebonjour René Ruth. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Jean-Gaspard Ntoutoum-Ayi. Oui, effectivement, nous recevons Monsieur Jean-Gaspard Ntoutoum-Ayi, qui est vice-président de l'Union nationale, sorti du... tout fraîchement élu au dernier congrès. C'est un opposant. Mais également conseiller municipal dans la commune d'Akanda. Il est dans un parti d'opposition. Oui, il est dans l'Union nationale. Exactement. D'accord. Okay. Aujourd'hui, on parlera de quoi avec lui? Aujourd'hui, on fait une rétrospective de ce qu'il y a eu comme activité au sein de leur formation politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils viennent de faire un congrès, du moins de clôturer le deuxième congrès ordinaire, si je ne me trompe pas, ou le troisième, je ne sais pas. Voilà, le deuxième congrès ordinaire qui vient de fermer ses portes, et à cette occasion-là, il y a eu le renouvellement des instances de leur formation politique, et à ce titre, nous le recevons au compte de... parce on va dire, il fait office également de porte-parole, entre griffes, bien sûr, de Madame Paulette Missambo, qui est présidente de l'Union nationale. Monsieur Ntoutoum-Ayi, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi un congrès ordinaire et un congrès extraordinaire pour un parti politique? Un congrès ordinaire, en fait, c'est une réunion qui se déroule à échéance fixée par les statuts. Si je prends le cas de l'Union nationale, tous les 4 ans, le parti se retrouve donc en congrès ordinaire. Si maintenant il y avait un événement particulier qui nécessite que le parti se retrouve pour prendre une décision qui dépend du congrès, on fait un congrès extraordinaire. Par exemple, en 2016, on avait tenu 2 congrès. Il y avait le congrès ordinaire parce que l'échéance était arrivée. Et après, il nous fallait désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle, et c'est le congrès qui doit le faire. À ce moment-là, on a appelé un congrès extraordinaire pour le faire. Vous avez eu des difficultés à trouver un président dans votre parti. C'était chaud. C'était chaud. 2 ans pour un congrès. Mais, vous savez, c'est même peut-être le congrès le plus long que je connaisse. De Le congrès l'histoire. a duré 1 an. Parce que le congrès a démarré en décembre 2020 et il s'est terminé donc en novembre 2021. Ouais. C'est le prix de la démocratie. Vous savez, la démocratie, c'est pas facile. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher, qu'il faut arracher. Ça ne se donne pas. Et nous avons préféré, au fond, chez nous, faire le choix de la démocratie, prendre le temps de laisser la démocratie s'exprimer. Ça nous a pris 1 an. D'aucuns pourraient penser qu'on a perdu beaucoup de temps. Je pense qu'on en a gagné. Parce qu'aujourd'hui, aucun parti politique au Gabon ne l'a fait. Mais M. Jean-Gaspard, quand même, quand on regarde du moins du discours, l'Union nationale est présentée comme un grand parti, dont on devrait avoir des mécaniques qui vont d'elles-mêmes. Prendre 1 an pour élire un président ou changer les instances, ça paraît quand même assez bizarre pour les populations. Permettez-moi l'expression. Non, mais j'ai envie de dire aux populations et de vous dire à vous, bien le contraire. Vous savez, il y a un ancien président ivoirien, Gbagbo, pour ne pas le citer, qui avait dit la démocratie, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, mais on est dans la même maison. C'est ça la démocratie. La démocratie, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Nous n'étions pas d'accord au mois de décembre 2020 sur le mode de renouvellement des dirigeants du parti. Nous avons pris le temps de discuter, de nous mettre d'accord et de le faire. Ça a pris 1 an. Mais au moins, au bout d'1 an aujourd'hui, personne ne peut contester que dans notre pays, jamais on a vu des dirigeants de parti être désignés aussi clairement, aussi démocratiquement. Et c'est cela la victoire. Mais quand on regarde quand même la configuration au mois de décembre, on s'attendait à ce qu'au sortir de là, il y ait une candidature qui ressorte clairement à la tête de votre formation. Et subitement, on a vu une autre qui s'est fait connaître tout de go dans l'assistance, qui n'était pas prévue. Est-ce que ça n'a pas plus ou moins présenté les fragilités qu'il y aurait au sein de l'Union nationale? Comme je vous le dis, nous n'étions pas d'accord en décembre 2020. Mais qu'est-ce qui ne vous met pas d'accord? Il y a eu l'appel à la candidature. Pour une raison simple. La preuve aujourd'hui, lorsqu'on est parti au vote, 2 groupes dans le parti ont présenté 2 équipes de dirigeants. Ça veut dire qu'au fond, dès le mois de décembre, il y avait plusieurs personnes qui voulaient diriger le parti. Et le président Mboto a peut-être eu la sagesse, de mon point de vue, de dire, puisque vous n'êtes pas d'accord, on va appliquer nos statuts et aller au vote. Parce qu'au fond, ce n'est pas la première fois qu'on désigne des dirigeants de notre parti. Mais généralement, on le faisait par consensus et on venait présenter au Congrès une équipe de dirigeants que le Congrès approuvait. Là, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait plusieurs postulants.
Et certaines n'étaient pas quand même officielles. On voit par exemple le cas de Madame Misambo, elle est sortie dans l'assistance alors que on voyait déjà clairement Monsieur Paul-Marie Ngonjo, candidat unique, élu peut-être par plébiscite. Je crois que quand on connaît l'histoire politique de notre pays, on doit se méfier des candidatures uniques. D'accord. Et ce n'est pas parce que Mme Misambo ne s'est pas épanchée dans la presse pour dire qu'elle était candidate qu'elle ne l'était pas. C'est devant le Congrès qu'on présente une candidature. C'est devant les militants. Ce n'est pas à Cocotier ou à Akanda qu'on présente sa candidature pour diriger l'Union nationale. Mais il y avait quand même un appel à candidature au préalable. Oui, mais l'appel à candidature au préalable n'était pas formalisé. Pourquoi ? Je vous dis, notre parti avait une tradition qui était que le Bureau national consultait les uns les autres pour dire on va constituer une équipe qu'on va présenter au Congrès. Voyez-vous ? Il s'est trouvé que cette fois-ci, peut-être parce que le président Miboto s'en allait, il était arrivé à son 2e mandat et il ne pouvait pas se représenter, eh bien, il a été nécessaire de dire on ne va plus faire comme avant, on ne va plus consulter les gens, on va aller au vote. Et en allant au vote, Mme Misambo a présenté sa candidature, Paul-Marie Ngonjo a présenté sa candidature. Moi, je suis vice-président aujourd'hui, mais j'étais candidat pour être vice-président depuis l'année 2020. Mais je ne suis pas allé le chanter à U et à Dia parce que pour présenter ma candidature, j'attendais d'abord que les conditions pour être candidat soient remplies. Il y a quand même eu une originalité. Oui. Les instances de l'Union nationale, on va dire, pour les changer, du moins pour élire de nouveaux responsables, c'est par liste. Oui. On fait des colistiers. Pourquoi cette formule ? C'est une formule qui a été proposée par le bureau du Congrès. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est séparé au mois de décembre, le bureau du Congrès a dû mettre en place des modalités pratiques et applicables pour qu'on puisse aller au vote. Et il a dit, en fait, le plus simple, au lieu que les gens se présentent individuellement, c'est que des équipes se présentent, parce que ce sont des équipes qui vont diriger le parti. Chaque équipe doit se présenter en ayant un projet pour le parti. Nous nous sommes présentés en ayant un projet pour le parti, parce qu'il faut quand même savoir qu'au mois de décembre, nous avions adopté un projet pour le pays. C'est-à-dire que le Congrès, quand il se réunit tous les 4 ans, nous revisitons la proposition politique, l'offre politique que nous faisons pour notre pays. Nous l'avons adopté ensemble. C'est-à-dire que l'Union nationale, depuis décembre 2020, a un projet qui a été adopté par l'ensemble des militants. Nous avons une stratégie politique qui a été adoptée par l'ensemble des militants. Il fallait maintenant choisir quelle est l'équipe qui va permettre de mettre en œuvre ce qu'on a choisi ensemble. Et je sais qu'il nous a pris 1 an. Et j'ai envie de vous dire, honnêtement, c'était une année utile. Pourquoi ? Parce qu'elle a permis, d'abord, à l'intérieur du parti, de faire un choix clair sur les dirigeants, c'est-à-dire de choisir entre 2 offres. On n'a pas choisi des individus. Ce ne sont pas des personnes qu'on a choisies. On a choisi un projet de gouvernance de notre parti. Nous avons proposé, nous, à nos militants, de décentraliser la gestion du parti, de dire la direction du parti est là pour mettre en œuvre ce que le Congrès a décidé. Mais que chaque coordination, ce sont les représentations locales du parti, va devoir elle-même faire vivre sa localité. Moi, je suis d'Akanda. À Akanda, nous sommes conseillers municipaux. Nous devons avoir à l'Union nationale, au niveau d'Akanda, un projet pour notre commune, un projet politique pour notre commune. Là, je salue au passage mes concitoyens qui sont dans les bouchons. J'ai mis 2 heures pour venir ici, pour faire moins de 15 km. C'est une question politique aussi. Nous devons nous poser la question au niveau d'Akanda. Toutes ces personnes qui quittent le quartier, la ville, pour aller vers Libreville, elles vont faire quoi ? Pourquoi mettent-elles 2 heures ? Parce que les enfants vont à l'école et qu'il n'y a pas d'école à Akanda. Ils vont au lycée, il n'y a pas de lycée à Akanda. Donc, ce sont des questions qui concernent Akanda, mais qui ne concernent pas Miovoul ou Ndende. Il faut aussi que les militants de Ndende se posent les questions sur Ndende en disant on a un problème d'éléphant chez nous, on a peut-être un problème. Voilà, et ça, ce n'est pas le parti au niveau du siège qui doit décider de cela. Ce sont les militants à l'endroit où ils sont, qui s'organisent et qui font des propositions politiques à leurs concitoyens de la localité. Mais donc vous allez décider d'implanter l'Union nationale dans tout le Gabon ? Parce qu'on a l'impression que l'Union nationale n'est implantée qu'à Libreville et que c'est un parti sectaire où il y a un clash. Ouais, on va dire un parti élitiste. Entre les ethnies et les élites et tout ça. Voilà, vous dites c'est l'image qu'on a. Non, mais cette image, si c'est l'image que vous avez, c'est qu'elle traduit peut-être une certaine réalité et je vous donne raison. Que l'urgence pour nous, c'est d'implanter le parti dans tout le pays. Je le disais hier à des amis avec qui nous étions, que ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous avons un parti politique qui a une énorme sympathie dans le pays, c'est vrai, mais qui n'est pas suffisamment implanté, pour 2 raisons. La première, c'est que nos concitoyens
ont parfois un peu peur de l'engagement. Parce que l'engagement politique au Gabon, c'est vrai, surtout quand on n'est pas du parti au pouvoir, il y a certains risques. Donc par prudence, ils n'osent pas. Et nous disons à nos concitoyens, si nous voulons changer notre pays, cela passe en fait par les responsables politiques et cela passe par l'engagement de chacun. Donc nous allons demander, et nous demandons à nos concitoyens, de ne pas se contenter d'avoir de la sympathie pour nous, mais de s'engager à nos côtés parce que ce que nous avons à faire, nous devons le faire ensemble. Maintenant, vous parlez d'un côté sectaire et élitiste. Non. Monsieur Jean Gaspard, si vous avez l'idée de faire en sorte qu'il y ait une démocratisation de la gestion du parti, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes senti dans une posture où il y a une tête qui pense tout et les autres ne font que suivre. Justement, c'est parce que nos concitoyens, j'ai envie de dire, ils ont une tendance à trop s'abandonner aux responsables. Et nous avons envie de leur dire, chacun de nous, à l'endroit où il se trouve, a une réponse au problème de notre pays, qui ne sous-estime pas sa réponse, qui ne pense pas qu'il n'est pas assez intelligent, qu'il n'est pas assez doué, qu'il n'est pas assez riche. Je vais vous prendre l'exemple récent qu'on a vécu pendant cette année, quand je dis qu'elle a été riche. Pour préparer la campagne, on a dû, dans notre groupe, louer un local. Et qui finançait? Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait plusieurs responsables du parti qui étaient avec nous, dont le Premier ministre Oyemba. Paix à son âme. Et il nous a dit, écoutez, bon, moi je vais financer 1/5 du prix du local. Le reste, chacun va cotiser à concurrence de ses moyens. Il y avait des militants qui cotisaient 500 francs tous les mois. Il y en avait qui cotisaient 1000 francs, il y en avait qui cotisaient 50 000, il y en avait qui cotisaient 100 000. L'avantage, c'est lequel? C'est que même celui qui cotisait 500 francs, quand il venait au QG, il venait chez lui. Il avait cotisé. Ça changeait même l'attitude des gens. Ils se sentaient eux-mêmes concernés, impliqués. Quand ils venaient et qu'ils voyaient que l'herbe n'était pas coupée, ils pouvaient demander au gardien pourquoi on n'a pas coupé l'herbe. Or, s'il n'avait pas cotisé 500 francs, il aurait pensé qu'il vient chez M. Oyemba et que ce n'est pas à lui de regarder si l'herbe est coupée et que même quand il arrive, il ne peut pas s'asseoir parce que ce n'est pas forcément son siège. Est-ce que vous pouvez réellement vous affranchir de cette attitude des partis politiques qui est souvent qualifiée d'attitude paternaliste où on voit un individu qui incarne le parti et c'est lui qui a la charge? Oui, mais nous nous sommes affranchis de cela. Moi, je vous le dis maintenant, nous nous sommes affranchis de cela. Nous sommes allés à ce congrès. Chaque militant a cotisé à concurrence des moyens. Les gens ont dit, nous étions vêtus aux couleurs du parti. Mais avec les vêtements de chacun, on sait qu'on pouvait porter une chemise blanche. Celui qui voulait faire graver un logo dessus le faisait. Mais le parti n'a pas distribué des chemises aux gens ou des pagnes aux gens. Chacun s'est habillé de lui-même. Chacun a cotisé pour que nous puissions louer la salle à Atanda où on a tenu le congrès. C'est ça qui s'est passé. Parlons des réticences dont vous évoquez. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la simple sympathie qui reste celle des militants n'est pas liée aussi au fait que quand on regarde l'Union nationale de l'intérieur, on a comme l'impression que c'est beaucoup plus un clivage Fandzebi et on a comme l'impression que c'est un combat permanent. Surtout cette élection, du moins ce congrès a permis de voir quand même les dissensions que vous avez en interne au point où on a même dit que la candidature de Mme Misambo a été suscitée par le groupe FAN qui estimait qu'elle peut être un merveilleux challenger du fait de ses moyens, du fait de sa posture, de son statut social. Vous faites dans la facilité. Non, mais je comprends. Je traduis le regard de tout le monde. Non, vous traduisez ce que vous avez lu et ce que vous avez entendu. Vous savez, moi je l'ai dit à un copain journaliste qui a publié un article où il comptait le nombre de fans dans la liste de Mme Misambo. Et ce qui était une évidence quand même. Oui, mais j'ai envie de lui dire, est-ce qu'il a compté le nombre de fans dans la liste de Paul Marie? Oh, il y avait à peine quand même. À peine combien? À peine peut-être 5. Sur combien? Je crois une quinzaine. Non, sur 10. C'est-à-dire que sur la liste de Paul Marie, une personne sur 2 était fan. Et j'ai envie de vous dire, et même si 8 sur 10 étaient fans, où est le problème? Je l'ai dit à ce copain, vous savez, ça tombe bien. Hein? Je suis né en bas de vos studios ici. À Montagne-Sainte. Mais pas à Montagne-Sainte, en face là, quand vous traversez la rue, la cuvette là, c'est là que je suis né. L'ami dont je parle est né au camp de garde. On a appris ensemble à l'école urbaine. Et je lui ai dit, je suis maintenant fan. Tu arrives maintenant, toi, à m'identifier par mon ethnie. Nous nous connaissons depuis près de 50 ans. Ça n'a jamais été le cas. Qu'est-ce qui vous prend? Pour moi,
Je dis aux gens, je ne connais pas mes compatriotes par rapport à l'ethnie à laquelle ils appartiennent. Je les connais plus souvent par rapport au parcours qu'on a eu ensemble parce qu'on était à l'école ensemble. Bon, moi, je n'étais pas un grand footballeur, donc je n'ai pas joué au football avec eux, mais j'étais à la fanfare du lycée avec eux. On était à l'université, on a travaillé ensemble, on habite le même quartier. Donc le choix de Mme Misambo, par exemple, prenons votre cas, le fait que vous soyez avec elle n'avait rien à voir avec sa proximité avec le défunt Sur papier. Casimir Oyemba. Sur papier. Qui, à l'Union nationale aujourd'hui, a joué un rôle aussi important que Mme Misambo. Il faut prendre des évidences. Nos pères fondateurs nous laissent un parti. Nous sommes la génération qui vient après eux. De mon point de vue, pour diriger ce parti, j'avais besoin de quelqu'un qui, assis au bout de la table, puisse nous dire « Écoutez, je vous ai entendu, voici la voie que je propose, c'est celle qui fait consensus. » Mme Misambo, pour moi, était la seule personne qui pouvait le faire. La compétence ou l'expérience, c'est quoi? Le droit d'aînesse? Non, mais je prends dans le parti, je ne vais pas aller chercher loin. Quand on crée l'Union nationale en 2010, à partir de 2009, quand on fait les travaux pour préparer la création du parti, on confie ce travail à Mme Misambo. C'est elle qui nous a dirigés tous pour rédiger les statuts, choisir une ligne du parti. C'était Mme Misambo. Quand en 2012, notre parti est en crise, on crée en 2014 des journées de réflexion où on fait venir tous les militants. C'est Mme Misambo qui a dirigé les travaux de ces journées de réflexion. Jusqu'à décembre, tous les congrès de l'Union nationale ont été présidés par Mme Misambo. Donc je ne parle pas de son expérience antérieure, je parle de son expérience dans le parti. C'est la personne à qui les pères fondateurs ont toujours confié. C'est-à-dire que quand il y a un congrès, le président du parti ne peut pas être président du congrès. On confie la présidence du congrès à la personne qui peut être la plus responsable. Le cas actuel, ça a été Raphaël Badenga Lindoy. Mais pourquoi Raphaël a été désigné? Parce qu'on savait que Mme Misambo était candidate. Donc ceux qui disent que Mme Misambo n'était pas candidate se racontent leur vie à eux-mêmes. Mais avant 2020, tous les congrès ont été présidés par elle. Lorsque Jean Ping décide de réunir l'opposition pour avoir le dialogue qu'on appelait le dialogue d'Okala, à qui on a confié la présidence de ce dialogue? C'est Mme Misambo qui l'a présidé. Donc, je ne parle pas de ses fonctions antérieures. Je parle de l'activité politique qu'elle a eue à nos côtés depuis la création du parti. Je mets au défi quiconque de me dire qui dans notre parti a été plus responsabilisé qu'elle. Elle était plus armée que nous tous. Elle avait une autorité en notre sein qui fait que pour moi, c'était la personne qui pouvait le mieux conduire notre parti. Et j'ai envie de dire, Mme Misambo, je ne l'ai jamais regardée par rapport à une ethnie quelconque ou à une appartenance clanique quelconque. Pour ceux qui me connaissent... Même pas pour son statut social. Enfin, Mme Misambo, vous savez, les questions de statut social, il faut faire attention avec. Mme Misambo, elle a ramassé son statut social par terre. À vous de nous le dire, on ne sait pas. Son père, c'était un ouvrier qui a quitté Mouloundou pour aller travailler à Port-Gentil. Sa mère plantait les arachides, le manioc, la banane comme tout le monde. Elle est allée à l'école. Elle a travaillé. Elle n'a pas commencé ministre. Elle a commencé prof. Elle est devenue proviseur. Après, elle est rentrée au gouvernement. Madame Misambo, vous irez avec elle à l'Élysée ou vous irez avec elle dans le dernier village de Modounou. C'est un environnement qu'elle connaît. Donc, elle n'est pas... C'est pas parce qu'elle a réussi. C'est comme si on voulait lui dire que dans ce pays, réussir dans sa vie, c'est pas bon. Donc, n'envoyons pas les enfants à l'école. Comme ça, demain, ils ne seront pas médecins et on ne dira pas que c'est un grand médecin, c'est pour cela qu'on le respecte. Nous voulons promouvoir le mérite. Et quand quelqu'un a du mérite, ça devient une tâche. Non. Moi, je suis fier d'avoir dans mon parti une femme qui a été enfant de paysan, qui a fait ses études et qui a réussi à servir son pays du mieux qu'elle a pu, qui, dans mon parti, pendant 12 ans, a tenu les grands rendez-vous et qui le dirige aujourd'hui. Continuons dans la logique des appréhensions que les populations vis-à-vis de l'Union nationale. Il y a une question d'absence de ligne politique claire aujourd'hui. Comment vous allez faire pour pouvoir ramener les gens à épouser la ligne politique de l'Union nationale? C'est d'abord laquelle votre ligne politique, Monsieur Ntoutumaï? En fait, quand on parle de ligne politique, très souvent, c'est là où vous dites intellectuel.
vous allez perdre nos compatriotes parce que je ne sais pas ce que vous voulez appeler ligne politique. La philosophie, vous épousez quelle pensée politique? Socialisme, capitalisme, libéralisme, sociodémocrate? Vous vous situez où politiquement? On s'enfonce encore plus. Vous savez, les lignes politiques naissent par rapport à l'histoire d'un pays. Voyez-vous, je prends un cas tout simple. En France, vous aviez une grande division entre la gauche et la droite. Pourquoi on parle de gauche? Pourquoi on parle de droite? Quand la France quitte la monarchie pour devenir une république, le président de l'Assemblée nationale est assis. À sa gauche, il y avait les républicains. À sa droite, il y avait les monarchistes. Ceux qui voulaient que le roi reste et ceux qui ne voulaient plus du roi. Au Gabon, quelle est notre ligne de fracture politique aujourd'hui? De mon point de vue. De mon point de vue. En 2009, quand Omar Bongo est venu à décéder, la fracture politique au Gabon s'est posée entre la dévolution monarchique, c'est-à-dire ceux qui voulaient dire que dans notre pays, les enfants remplacent leurs parents dans les emplois publics, y compris à la tête de l'État, et ceux qui disaient non, nous sommes une république, ce sont les Gabonais qui choisissent leurs dirigeants. On veut une démocratie claire. Nous sommes dans cette deuxième catégorie. Pour nous, notre ligne politique n'a pas changé d'un iota depuis 2009. Les Gabonais doivent pouvoir choisir démocratiquement leurs dirigeants. Tous les Gabonais sont égaux en droit, fils de paysans comme fils de président de la République. Votre ligne n'a pas changé depuis 2009, mais comment vous expliquez le désenchantement à l'égard de l'Union nationale quand on regarde sur le plan national? Vous n'avez qu'un seul député, quelques conseillers municipaux, alors qu'en 2009, 2016 encore, on voyait un certain engouement clair et réel des populations qui s'exprimaient à l'endroit de votre parti. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous avez vu l'Union nationale avec combien de députés à l'Assemblée depuis 2009? Vous savez, on ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas dire que ce pays vit un déficit démocratique et vouloir apprécier les partis politiques à l'aune des élus d'élections dont nous contestons nous-mêmes la transparence. Vous avez quand même le devoir de représentativité en tant que parti. Vous rêvez d'atteindre quand même la majesté suprême, sauf si je me trompe. Non, nous rêvons de l'atteindre. Comme je vous dis, prenons la petite expérience interne. Il nous a fallu 1 an pour organiser une élection démocratique en notre sein. Mais ce pays ne peut pas dire, et personne ne peut dire aujourd'hui qu'au Gabon, les élections sont démocratiques. Donc, la représentativité politique des formations politiques dans les instances comme l'Assemblée, le Sénat et la présidence de la République sont à l'image du niveau des démocraties de notre pays. Comment vous dites que les élections ne sont pas démocratiques? Le processus, il est démocratique. Monsieur Toumaï, vous-même, vous êtes conseiller municipal. Donc, vous n'êtes pas élu démocratiquement. C'est pas à la suite d'une nomination, que je sache. Vous savez, c'est pas blanc et noir. Voyez-vous, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est. Moi, je suis parti aux élections. Je vous prends un cas simple. Je suis parti aux élections législatives et aux élections municipales. En allant aux élections, j'ai même commis un huissier de justice. À la fin de l'élection législative, quand j'ai perdu, l'huissier m'a rendu son rapport. J'ai dit je vous remercie, mais je n'en ferai pas usage. Je vous avais fait venir pour le cas où je gagnerais et que j'aurais à défendre ma victoire. Je savais dans quoi j'allais. Je ne vais pas aller maintenant contester cette élection. Non pas que je pense qu'elle a été démocratique, non. Mais qu'en même temps, je sais que je vais dans un processus dur, en face d'un pouvoir et d'une formation politique pour qui le mensonge, la triche sont dans sa culture. C'est pas de la facilité, monsieur Toumaï. Non, c'est qualificatif. Ça rentre quand même dans le jargon habituel lorsqu'il s'agit de mais en fait, ce jargon, si vous dites qu'il ne traduit pas une facilité, on ne va pas remonter à des choses douloureuses. Allez-y. Vous avez assisté à ça. Vous avez assisté aux 99,93% au Gabon. Effectivement. Rien que votre esprit rationnel vous empêche d'apporter crédit à cela. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est que la représentation politique à l'Assemblée nationale ne reflète pas la représentation politique des partis politiques au Gabon. Mais elle fait quand même foi. Elle fait quand même foi pour la démocratie. Non. Pour la démocratie, elle fait quand même foi. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, Mme Missambo a gagné d'une courte tête. » Parce qu'elle a gagné de 10 voix. 10 voix d'écart. Voilà. Et que ce n'était pas grand-chose. Vous serez quand même allé au second tour. Bon, quand il y a 2 candidats déjà, je vois difficilement comment on va au second tour. Mais
j'apprenais à l'école urbaine. Hein. Et c'est une anecdote qui est marrante. Au CEP, j'étais le dernier des admis. C'est-à-dire qu'au fond, quand on a proclamé le CEP, j'étais le dernier nom qu'on a cité. D'ailleurs, le monsieur qui le lisait avait dit « Et enfin, Jean-Gaspard Ntoumaï ». Et beaucoup de copains se moquaient de moi. Seulement, tous les copains qui se moquaient de moi n'avaient pas eu le CEP. Ils se moquaient parce que j'étais le dernier des admis, mais eux n'avaient pas eu le CEP. Le monde à l'envers. C'est pour vous dire une chose. Une élection, la majorité absolue, c'est 50% plus une voix. Oui, c'est pas faux. Quand on fait 99%, on peut continuer à prétendre que c'est démocratique. Mais ça commence aussi à être suspect. Vous êtes deux groupes. L'Assemblée nationale du Gabon, quand un seul parti a 120 députés sur 143, les autres Gabonais qui ont proposé des candidatures sont tellement mauvais. On les a pas mais votés. Ce sont les populations qui ont décidé. On les a pas votés, M. Ntoumaï. Ne dites pas ça, on les a pas votés. On a vu une candidature dans les petites fédérations, là où le gars qui s'est présenté lui-même n'a même pas voté pour lui. Oui, mais je vous supporte parce que derrière votre micro, vous êtes protégé. Vous savez vous-même quand vous quittez ce studio, comme citoyen, le jour du vote, ce que vous vivez. Ne disons pas cela. Si le Gabon était une démocratie, et vous ne pouvez pas le contester, Ali Bongo n'aurait jamais été président. Et c'est là où ça, vous ne pouvez pas le prouver. Hein? Mais vous savez quoi? C'est la seule réponse que vous avez. Mais comment vous voulez que je sais que je ne peux pas le prouver. Je sais que je ne peux pas le prouver. Mais je sais une chose. Aucun Gabonais ne peut me le contester. Aucun Gabonais ne peut me le contester. Sauf à me dire, vous ne pouvez pas le prouver. Non, mais bien sûr. la Cour constitutionnelle a délibéré. Les instances ont validé. Aujourd'hui, on est à autre chose. Mais non, Mosley. La question qu'on est en droit de se poser, M. Ntoumaï, c'est celle aujourd'hui de la suite à donner à l'avènement, sinon à l'arrivée de Mme Missambo au pouvoir, du moins à la tête de l'Union nationale. Oui. Quelles sont les actions qui seront menées d'ici? Bon, je sais que 2023, c'est un peu la date butoir pour tout le monde aujourd'hui au Gabon, mais dans le cas de votre parti, vous avez 4 ans pour la direction de l'Union nationale, ce qui suppose jusqu'en 2024-2025 à peu près. Oui. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui est prévu à l'issue de ce congrès, non seulement pour ramener la sérénité au sein du parti, parce qu'on sait qu'il y a quand même des plumes qui ont été perdues en chemin pendant la campagne, il y a eu des pics de part et d'autre. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour amorcer le processus qui devra peut-être vous amener à choisir? Est-ce que vous aurez à choisir un candidat pour la présidentielle? Oui, non, mais pour la présidentielle, la question ne se pose pas. La décision a été prise en décembre, comme je disais. On a eu un congrès en décembre, qui a commencé en décembre. En décembre, on a pris les décisions sur les orientations politiques du parti. Nous avons décidé en décembre que nous allions participer à toutes les élections. Désormais, vous n'appellerez plus au boycott? Non, d'abord, on n'a jamais appelé au boycott. Mais au-delà de ça, oui, nous participerons aux élections locales, nous participerons aux élections législatives, nous participerons à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que l'Union nationale aura des candidats. Donc, Barreau Chambry n'a pas trop espéré de l'unité dont il appelle de l'opposition. Mais si, mais regardez, moi je vous prends un exemple simple. Aux élections législatives de 2018 et aux élections locales, nous sommes allés aux élections avec le RPM d'Alexandre Barreau Chambry. Oui, c'est pas faux. On a eu des candidatures. Une élection se fait et s'organise par rapport à sa configuration. L'unité que nous avons avec Barreau Chambry est celle qui fait que nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que dans une élection à 2 tours, on doit avoir des candidats uniques? Moi, personnellement, je pense que non, une élection à 2 tours, au premier tour, on est alliés, on y va tous ensemble, et au second tour, on se regroupe autour du meilleur d'entre nous. Donc vous êtes favorable à l'alliance de l'opposition? Mais j'ai toujours été favorable à ça. Et nous sommes alliés, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on va peut-être réorganiser, réactualiser, mais j'ai envie de dire, les démocrates ou le RPM sont des partis avec lesquels l'Union nationale est alliée, comme le PLC. Donc ce sont des partis avec lesquels on travaille, ce sont des partis avec lesquels on construit ensemble l'alternance, parce que de mon point de vue, par rapport à notre capacité politique aujourd'hui, aucun de ces partis ne peut parvenir seul à l'alternance. Nous avons besoin de nous mettre ensemble, de nous asseoir et de construire ensemble des stratégies qui nous permettront d'obtenir l'alternance. Évidemment, en misant sur le second tour, pas forcément dès le premier tour. Non, mais dès le premier tour, ce n'est même pas pertinent. Tactiquement, j'entends. Vous savez, quand vous allez au premier tour d'une élection,
généralement, il y aura 5, 6, 10 candidats. Après, il y a un second tour. Il y a un tri. Mais si au premier tour, vous vous êtes déjà regroupés, quand vous allez aller au second tour, vous n'avez plus d'alliés. Donc, vous n'avez plus de réserve de voix. Il vaut mieux aller au premier tour en ayant tous vos alliés et vous êtes candidat. Comme ça, quand vous allez au second tour, tout le monde vous apporte ses réserves de voix. Parce que l'électeur se comporte ainsi. Prenons un exemple simple. Vous et moi, Mosley, nous sommes alliés. La Fraîche, c'est votre ami. Si on s'entend dès le départ pour que je sois candidat, peut-être que l'élection n'intéresse plus la Fraîche. Je dis, de toute façon, Mosley n'est plus candidat, donc je ne vois plus ce que je vais aller faire là-bas. Moi, je m'en vais, je m'occupe d'autre chose. Mais si vous et moi, nous sommes candidats, la Fraîche va vous soutenir au premier tour. Il se sera impliqué dans l'élection. Et si c'est moi qui suis au second tour, il vous sera facile de dire à Dafresh, écoute, Jean Gaspard est au second tour, on va aller le soutenir. Et j'aurais profité de la voix de Dafresh qui m'aura été privée si vous n'étiez pas candidat. Donc, mais pour moi, c'est une question dont on discutera ensemble, parce que bon... Mais, tactiquement, c'est la position qui est la nôtre, de dire, il faut que les partis travaillent vers les populations pour que nous allions au premier tour et qu'au second tour, nous nous regroupions. En un mot, l'Union nationale sera à l'élection présidentielle 2023. Oui, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire dans les tout prochains jours pour amener le calme dans votre parti, qui est quand même sorti pas tout à fait indemne du Congrès? D'abord, au niveau des responsables, nous devons apprendre de ce qui s'est passé. Nous dire, vous voyez, une élection, ça dure un temps, après ça finit. Donc, il y a peut-être des mots inutiles qu'il faudra à l'avenir ne pas prononcer. Nous devons nous le dire entre nous. C'était en interne aussi notre première grosse expérience de démocratie interne de ce type. On a eu certes la primaire de la présidentielle 2016, mais là on a eu quand même, c'était long. Donc, chacun doit pour l'avenir se dire, la retenue, c'est pas si mal que ça. La deuxième chose, nous avons été élus sur la base d'un projet. Les militants de notre parti vont nous juger sur notre capacité à mettre en œuvre le projet pour lequel ils nous ont élus. Donc, si nous commençons à nous dire, on nous a élus pour un projet, mais maintenant qu'on est élus, on fait autre chose, on va décevoir nos compagnons. Donc, nous devons mettre en œuvre ce projet. Dans l'immédiat, nous avons besoin d'aller vers nos concitoyens pour les inviter à ne plus être de simples sympathisants de notre parti, mais à être des adhérents parce que nous avons besoin d'être nombreux pour faire le travail qu'il y a à faire. Première chose. La deuxième chose, c'est la promesse que nous avons faite à nos compagnons du parti en disant il faut que la démocratie s'exprime dans les coordinations et non au niveau central. Il faut que dans les faits, dès maintenant, ils le sachent. Ça veut dire que moi, quand les gens me disent oui, bon, écoute, on est ici à Mouila, on a pensé que... Je dis oui, vous êtes à Mouila, c'est que vous connaissez la réalité de Mouila. Bouclez votre dossier, faites ce que vous avez à faire. Si maintenant vous avez besoin d'un arbitrage ultime, vous contactez la direction du parti. Mais il n'est plus question que moi, je vienne à Mouila pour diriger Mouila à la place des militants de Mouila. Alors, dernière question. Oui. Merci Dafresh. C'est une question primordiale parce que là aussi, ça tient de l'équilibre du parti. Zakari Mimoto s'est mis à la retraite. Paul-Marie Ngonjou va incontestablement être le challenger. Quoi que vous travaillez à l'unité, il va rester celui qui voudrait incarner l'avenir du parti. Est-ce que depuis l'élection, Mme Missambo a rencontré Zakari Mimoto, le président sortant, ou Paul-Marie Ngonjou en privé ou de façon officielle pour discuter des futures collaborations ou de la marche à mener pour le retour, encore une fois, à la sérénité? Mais faut pas mettre en avant une question de sérénité. Bon, primo, les affaires privées se règlent en privé et non sur les plateaux de radio. Ça, je veux quand même le savoir. Maintenant, de manière formelle, je crois que vous l'avez tous su, le président Miboto a eu des soucis de santé. Il l'a rendu lui-même public avant le congrès. Oui, oui. Il est en quarantaine, donc aujourd'hui, il ne peut pas se mettre à la disposition du parti. Et je pense, moi, je lui souhaite un prompt rétablissement. Mais dès que le président Miboto sera à nouveau disponible, je pense que et le président sortant et la présidente entrante vont devoir se retrouver pour ce qu'on appelle généralement la passation de charges. Oui. C'est à ce moment-là qu'ils vont régler toutes les choses qu'il y a à régler. Ils vont se transmettre les dossiers et les instructions pour que le parti reprenne un fonctionnement normal. Mais il faut quand même acter qu'une élection a eu lieu
le parti va se remettre à fonctionner normalement. Il n'y a pas péril en la demeure. Ce qui est important, c'est un autre pays, les militants du parti. Il ne faudrait pas que Ntoutou-Maï devienne le débat le plus important du parti, plus important que les militants du parti, plus important que le Gabon. On aura tout raté si on fait ça. Il n'y a pas de problème de personne à entretenir, il n'y a pas de problème de personne à avoir. Il y a tellement de travail. Quand on essaye de gérer un parti politique qui a l'ambition qu'on a, que on ne pourra se priver de la disponibilité de personne. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se rendront disponibles pour travailler pour le parti, travailleront pour le parti. Parce qu'il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de choses à faire que... Mais si on veut s'attacher à dire Moine Toutoum, il faut à tout prix qu'on entende que Moine Toutoum, on risque de passer à côté de quelque chose. Merci. Merci. Je rappelle que dans le cadre de Urban Mosley, on recevait M. Jean-Gaspard Ntoutou-Maï, qui est vice-président de l'Union nationale, c'est ça? Oui, c'est cela. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous aussi. Bonne journée et bonne continuation. Merci. Urban FM 104.5.